Bien, nous reprenons nos travaux. Deuxième temps de conférence de cette journée. Madame Marie-Paul Martin-Blachet, vous avez été médecin pendant longtemps. Vous êtes une ancienne directrice enfance-famille. Vous êtes ancienne directrice générale du GIP Enfance en danger dans la période 2009-2015 et vous êtes directrice scientifique de l'École de la protection de l'enfance et vous avez été rapporteur de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance suite à une mission ministérielle datant de 2017. Votre intervention portera sur les besoins fondamentaux de l'enfant pour lesquels vous vous demanderez s'il s'agit d'un nouveau paradigme et quel enseignement on peut en tirer, quelle réflexion on peut en tirer. Votre intervention sera suivie d'une intervention de Madame Marie Mercier, qui est sénateur de Saône-et-Loire et rapporteur ou rapporteuse. Rapporteur, c'est mieux, hein, il me semble aussi. Voilà, rapporteur donc, de la proposition de loi visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales. Et je rappelle que ce rapport est très récent puisqu'il date de février 2024. Avant de commencer la conférence, Madame Martin-Blachet souhaitait présenter un petit film qui va nous être passé avant votre conférence. Vous avez la parole. Merci, bonjour à toutes et à toutes, Madame la sénatrice, Madame la vice-présidente. Je vous remercie de m'avoir conviée à cette belle journée des assises dans votre région. Comme cela vous a été précisé, il m'a semblé intéressant de pouvoir vous présenter un petit film pour introduire mon propos, puisque cet après-midi, nous allons parler de cette question des besoins fondamentaux de l'enfant comme la boussole qui va nous permettre de penser et d'évaluer les situations des enfants et des familles et qui sera la boussole de la construction de nos actions que nous pouvons mettre en place pour accompagner ces enfants et ces familles. Alors ce petit film s'appelle La plasticité cérébrale. Il a été fait par une sociologue en sciences de l'éducation qui s'appelle Céline Alvarez, qui a travaillé au sein de l'éducation nationale où elle a conduit un certain nombre de travaux de recherche sur le développement du jeune enfant et que nous avons visionné lors de la démarche de consensus que j'ai été amenée à conduire et qui nous fait un état des lieux des connaissances que nous avons aujourd'hui en matière de neurosciences sur le développement du cerveau de l'enfant. C'est un petit film qui est très bref, vous allez voir, très ludique, très agréable à regarder, mais qui va nous apporter des connaissances sur le développement du cerveau de l'enfant et j'aurai l'occasion de faire des liens entre certains éléments de ces connaissances scientifiques d'aujourd'hui avec des connaissances que nous pouvions avoir antérieurement dans d'autres disciplines, mais pour lesquelles nous n'avions pas d'éléments de preuve scientifique. Tandis qu'aujourd'hui, nous avons, grâce à l'imagerie de ces cerveaux, nous avons la capacité de pouvoir confirmer scientifiquement les hypothèses sur le développement de l'enfant. Donc si vous en êtes d'accord, on peut lancer ce petit film. Voilà, donc Christophe peut nous lancer le film. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie.
tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. A l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Advances in neuroscience, molecular biology, and genomics have a very simple message. That message is that early experience literally is built into our bodies, for better or for worse. Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent directement le cerveau de l'enfant. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde, alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Alors après ce petit film, je dirais que de ce petit film, il y a quelques points forts que nous avons à retenir. Le premier, c'est que finalement, on se rend compte que l'environnement dans lequel l'enfant va se construire va jouer un impact considérablement
sur ses capacités de développement et de construction comme sujet. Et quel que soit cet environnement, et que ce soit de ses expériences sensorielles, motrices, auditives, langagières, comportementales, affectives, relationnelles, bref, toute cette richesse des interactions que l'enfant va expérimenter dans sa petite enfance sont des éléments qui sont essentiels à sa construction. Le deuxième message qui me paraît important dans ce film, c'est celui du professeur d'Harvard qui nous dit que finalement, ce qui va être important pour l'enfant, c'est l'intensité et la fréquence des expériences qu'il va vivre. Et cette notion d'intensité et de fréquence, je crois qu'il faudra qu'on l'ait à l'esprit lorsque on va se retrouver dans des situations où on va devoir apporter des accompagnements de soutenance à la parentalité ou d'expérience de vie pour l'enfant, c'est-à-dire se dire que ce qui va être important, ce n'est pas simplement la qualité de l'expérience, mais que là où il y a la qualité de l'expérience, il faut que l'expérience soit intensive et il faut qu'elle soit fréquente. Et je pense que ça vient bien évidemment venir interroger nos pratiques professionnelles et les actions que nous pouvons conduire auprès des enfants et des familles. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet qui m'est donné d'aborder avec vous cet après-midi sur les besoins fondamentaux de l'enfant, un petit détour. Alors évidemment, je vais essayer d'éviter les redites qui ont pu être dites par Madame Fougère-Rico ce matin, mais quand même un petit détour par le droit. Parce que la France, vous le savez, a été signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention date de 1989. Nous l'avons signée en 1990. Et le fait d'avoir signé cette convention, eh bien, nous oblige. Elle nous oblige, et en particulier, j'aime toujours rappeler l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, parce que cet article 3, eh bien, en quelque sorte, on va dire que c'est un chapeau de la Convention internationale. Si vous voulez bien mettre la diapo suivante. Cet article 3, il est rédigé ainsi. En alinéa 1, il nous précise que dans toute décision qui concerne les enfants, que ces décisions soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'alinéa 2 de cet article 3 précise que les États parties signataires à la Convention s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. Il me semble que ces deux alinéas, à la fois, vient nous dire que donc, à chaque fois qu'une décision devra être prise pour un enfant, elle devra être prise à l'aune de l'évaluation de ce que ça va représenter et que ça préservera son intérêt. Alors nous, la France, nous avons traduit l'intérêt supérieur, mais en anglais c'est the best interest, c'est-à-dire le meilleur intérêt, puisqu'il peut arriver parfois qu'il y ait des conflits d'intérêts quant à choisir une bonne option, et donc il faut à ce moment-là mettre en place le processus d'appréciation du côté de l'enfant, c'est quoi le meilleur intérêt pour lui. Ça me semble essentiel. Le deuxième alinéa nous rappelle qu'en étant signataires de cette convention, eh bien, nous nous engageons
Au-delà de notre régime juridique national, nous nous engageons à garantir la protection et les soins nécessaires au bien-être de l'enfant, tout en rappelant la responsabilité des droits et des devoirs des parents. Et comme l'a très justement dit ce matin Madame Fougère-Rico, l'article 371.1 du Code civil sur l'autorité parentale précise dans son premier alinéa que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs conférés aux parents ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Donc vous voyez qu'on a une cohérence entre notre droit interne et la Convention internationale. Sur cette diapositive, cette première diapositive, vous avez d'autres droits qui figurent dans la Convention. Ce qui me paraît important de rappeler, c'est que l'article 9 rappelle le droit à la vie familiale. C'est-à-dire la Convention est très claire, elle se positionne en considérant que les premiers protecteurs de l'enfant et éducateurs de l'enfant, c'est la famille. Mais en même temps, l'article 19 introduit le fait que les autorités qui ont été signataires de la Convention sont amenés à pouvoir intervenir dans la sphère privée des familles si cela est nécessaire. L'article 19 nous dit « Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon, de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, ou de son ou ses représentants légaux, ou de toute autre personne à qui il est confié. » Voilà que cet article 19, finalement, vient nous conforter sur le fait que la protection des enfants et la garantie de son bien-être sont à la fois une responsabilité de droit privé qui relève des détenteurs de l'autorité parentale, mais est aussi une responsabilité de la puissance publique au regard de ses engagements. Et que cet article 19, en quelque sorte, il fonde notre politique publique de protection de l'enfance, c'est-à-dire la possibilité d'interférer dans l'espace privé des familles dès lors que nous pensons que l'intérêt de l'enfant peut être et son développement peut être compromis. Si j'ai fait ce détour par la Convention, et je ne vais pas reprendre bien évidemment l'analyse de ce matin sur les trois lois qui aujourd'hui structurent la philosophie de cette politique publique, celle de 2007, celle de 2016 et celle de 2022, mais c'est pour vous montrer que ces trois lois, en quelque sorte, et en particulier celle de 2007, introduit finalement dans notre droit interne, pour la première fois dans le Code de l'action sociale et des familles, les principes de la Convention. Puisque la loi du 5 mars 2007, dans son article 2, c'est l'article 112.1.4 du Code de l'action sociale et des familles, nous dit l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, et c'est là qu'on voit apparaître pour la première fois ce terme de besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits, doivent guider toute décision qui le concerne. On a là le trépied entre l'intérêt, les besoins et les droits du mineur, comme étant le trépied de référence dans lequel nous devons aujourd'hui nous inscrire. Et enfin, pour terminer, la loi du 14 mars 2016, dans son premier article, qui a été évoqué ce matin, vient nous dire finalement quelle est la finalité de cette politique publique, en nous disant la protection de l'enfant vise
à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. Dans ce premier alinéa du L112.3, nous avons de façon concentrée, je dirais, le cadre de notre politique publique. Et c'est donc en référence à ce cadre que, bien entendu, nous serons amenés à la déployer. Alors, comment tout cela, au-delà du Code de l'action sociale et des familles, se déploie-t-il? Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on vient de le voir, hein, on redit la définition de l'intérêt supérieur, alinéa 1 de l'article 3 de la Convention. Diapo suivante. Donc, cette notion d'intérêt supérieur, on la trouve dans notre Code civil sur l'autorité parentale et on la trouve dans les 3 lois 2007, 2016, 2022. Diapo suivante. Alors, en 2016, vous savez que quand un pays signataire de la Convention, il se doit tous les 5 ans de passer devant le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies à Genève et le gouvernement en place doit rendre compte de quelle est sa politique d'effectivité de l'application des droits de l'enfant sur son territoire. C'est une instance de suivi de l'application de la Convention auprès des pays qui ont été signataires de la Convention. Et donc la France est passée en janvier 2016 devant le Comité des droits de l'enfant et ce Comité des droits de l'enfant a souligné auprès du gouvernement de l'époque représenté par Madame Laurence Rossignol l'importance de la formation des professionnels intervenant dans le champ de la protection de l'enfance, la nécessité de clarifier cette politique publique et ses outils de référence, et en particulier la question de la définition des besoins fondamentaux, avec le souci derrière de pouvoir permettre une culture commune partagée par l'ensemble des adultes qui concourent à l'éducation des enfants, quel que soit leur champ de référence. Et c'est dans ce cadre-là que, effectivement, a été publiée ensuite la loi du 14 mars 2016, bien sûr, et qu'à l'issue de cette loi du 14 mars 2016, intégrant la finalité de cette politique publique fondée, encore une fois, sur la question de la satisfaction des besoins et le développement de l'enfant dans le respect de ses droits, que nous avons été sollicités pour conduire une démarche de consensus permettant de définir ce que sont les besoins fondamentaux de l'enfant. Alors, une démarche de consensus, c'est très très classique dans le secteur scientifique et sanitaire en particulier. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une problématique qui se pose, qui est objectivée, et à partir de cette problématique, on constate des dissensus dans le champ professionnel concerné, et on va introduire une démarche scientifique pour essayer de voir si à partir de tous ces dissensus, on arrive à tirer un fil pour essayer de se mettre d'accord sur un dénominateur commun minimum. Alors c'est ce que nous avons fait, nous avons commandité à l'Observatoire national de protection de l'enfance une revue de littérature pour savoir s'il existait une définition internationale des besoins fondamentaux. Et nous avons fait le constat que ça n'était pas le cas et que donc effectivement il fallait qu'on remplisse la mission qui nous était confiée. Ensuite, nous avons constitué un comité d'experts dans lequel j'ai souhaité qu'il y ait 20% d'experts étrangers pour avoir des regards qui soient en dehors de l'Hexagone. Et donc nous avons eu des contributions de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Belgique. La Grande-Bretagne parce qu'ils avaient eux-mêmes travaillé sur la question après un grand scandale
qui avaient été dénoncés de nombreux enfants qui auraient été retirés de leur famille et pris en charge par les institutions sans que véritablement il y ait eu des éléments d'objectivation pour certains et que donc ces enfants auraient été retirés sans raison. Donc la Grande-Bretagne a décidé d'élaborer un référentiel d'évaluation partagé par l'ensemble des acteurs pour prévenir ce genre de drame. L'Italie, parce que à l'université de Padoue, nous avions un laboratoire qui travaillait depuis très longtemps sur cet outil anglo-saxon, mais adapté à la mode italienne, avec une dimension qui nous intéressait beaucoup, qui était en fait la participation des parents et la participation des enfants, avec des outils pour les parents et des outils pour les enfants, et évidemment des outils pour les professionnels, et une dynamique de co-construction croisée dans une démarche méthodologique des professionnels pour croiser le regard et l'analyse de chacune des parties prenantes, et ça nous paraissait intéressant. Et enfin, nos cousins belges, si je puis dire, parce qu'il y avait un laboratoire de Jean-Pierre Pourtroy qui avait travaillé à l'université de Mons sur les besoins fondamentaux avec une approche très sociologique et dans laquelle ne figurait aucune dimension clinique. Et nous pensions que cette démarche, il fallait qu'elle soit transversale, qu'elle soit pluridisciplinaire et qu'elle croise à la fois et le champ social et le champ clinique. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé utile d'associer nos amis voisins. Et puis nous avons beaucoup auditionné, les acteurs à la fois les grandes institutions, les ministères bien sûr, les grandes fédérations, les organisations syndicales, les praticiens de terrain, les gestionnaires d'établissements et services, le secteur public, le secteur associatif, des anciens de l'aide sociale à l'enfance pour qu'ils nous donnent aussi leur point de vue de peut-être les pistes d'amélioration qu'ils auraient souhaité avoir dans l'accompagnement de leur parcours et de leur prise en charge. Et ensuite, on s'est enfermé comme dans un synode et on a attendu que voilà, la fumée blanche sorte pour se mettre d'accord. Et quand on a réussi à se mettre d'accord, la ministre nous a demandé de mettre nos travaux à la critique des professionnels de terrain. Donc nous avons organisé une journée avec 4 tables rondes thématiques auxquelles, à cette journée, ont participé plus de 300 institutions et professionnels, où nous leur avons soumis l'état d'avancement de nos réflexions, en particulier pour nous assurer que nous n'avions pas oublié d'aller travailler un angle que nous aurions oublié dans notre démarche. À l'issue de quoi nous avons produit un rapport. J'ai vu qu'il était sur la table de la documentation que vous avez dans le salon aujourd'hui, mais sinon ce document est bien entendu gratuitement et très facilement accessible sur le site du ministère ou de la documentation française. Alors nous avons répondu à la question « Qu'est-ce que c'est que les besoins fondamentaux de l'enfant ?» Est-ce que vous voulez bien passer la diapo, s'il vous plaît? Voilà. Très bien. Nous avons établi une cartographie, comme vous le voyez, et nous avons identifié 7 besoins fondamentaux. Mais comme vous le constatez sur la cartographie, il y a un noyau central et ensuite il y a 4 besoins qui sont en périphérie de ce noyau central. Alors, qu'est-ce que c'est que ces besoins fondamentaux? Ce noyau central, juste dire que nous avons auditionné toutes les écoles de pensée. Nous avons auditionné les professionnels de la clinique
à partir de la psychanalyse jusqu'aux neurosciences, en passant par les systémiciens, les comportementalistes, les développementaux, bref, nous avons entendu toutes les écoles de pensée. Et nous avons été extrêmement surpris. Parce que comme on nous disait qu'il y avait beaucoup de dissensus, on s'attendait à quelque chose d'assez tendu et conflictuel. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, ces disciplines et ces écoles de pensée étaient en capacité de se parler les unes avec les autres, de se respecter les unes les autres. Et on a entendu des psychanalystes capables de nous parler des travaux des neurosciences et des gens des neurosciences capables de nous parler du travail des psychanalystes en nous disant mais nous finalement aujourd'hui on apporte des éléments scientifiques de preuve, de choses qui avaient été pressenties par des collègues d'autres obédiences, mais nous on a pu les vérifier scientifiquement. Alors quels sont ces 7 besoins fondamentaux? Eh bien ces 7 besoins fondamentaux, nous avons considéré qu'il y en avait 3 qui constituait un ensemble que nous avons appelé le méta-besoin de sécurité. Et nous avons considéré que si ce méta-besoin de sécurité n'était pas satisfait, il compromettait tous les autres besoins. C'est la raison pour laquelle on les avait mis au centre de notre cartographie. Méta-besoin, c'est un terme qu'on a emprunté à un collègue sociologue québécois, Karl Larcharité, que nous avons constitué de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le bon sens, c'est les besoins physiologiques et de santé. Pour qu'un enfant grandisse, encore faut-il qu'on réponde bien entendu, qu'on le nourrisse, qu'on lui permette d'avoir la vêture appropriée, qu'on le mette dans un environnement de sûreté, voilà, et qu'on lui donne évidemment l'alimentation adaptée à son âge et en quantité suffisante, et que s'il y a des problèmes de santé, bien évidemment qu'on apporte les réponses de soins nécessaires. C'est le premier étage. C'est ce qui permet la survie de l'enfant. Mais depuis le milieu du XXe siècle, les travaux dans les années 1950 qu'il a pu y avoir sur les pouponnières sanitaires et sociales, nous savons bien que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, puisque même dans des pouponnières sanitaires extrêmement carrelées, javélisées et très entretenues sur le plan de l'hygiène, eh bien, dans les années 1950, on avait un taux de mortalité qui frôlait les 60-70%. Donc, on savait que cette réponse aux besoins physiologiques et de santé en soi était insuffisante. Le deuxième niveau, c'est le besoin de protection. Protection contre toute forme de violence, on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas les reprendre, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur fréquence, quelle que soit leur origine, qu'elle soit liée au milieu intrafamilial, qu'elle soit extérieure au milieu familial, qu'elle soit liée à des environnements, je pense en particulier en cette période des environnements de guerre, par exemple. Donc, effectivement, besoin d'être protégé contre toute forme de violence et toute forme d'agression. Et puis, le troisième niveau qui nous intéresse, parce que c'est celui qui va donner le tempo au méta-besoin de sécurité, c'est le besoin affectif et relationnel. Le petit de l'homme est un enfant qui ne peut vivre que s'il peut établir des relations dans un environnement affectif et relationnel suffisamment sécure. Suffisamment sécure parce que le petit de l'homme, dans une première phase, est une personne, il est déjà une personne qui est extrêmement dépendante de son environnement, dans une relation très fusionnelle avec ceux qui vont s'occuper de lui. Alors, ce que les anglo-saxons appellent les caregivers, le donneur de soins, ça peut être bien évidemment ses parents, mais ça peut être aussi des gens qui suppléent les parents. Ça peut être l'auxiliaire de puériculture à la crèche, ça peut être l'auxiliaire de puériculture de la pouponnière, ça peut être l'assistant familial, bref, un adulte qui se préoccupe de lui et qui établit avec lui une relation sécure, qui est capable d'anticiper ses besoins
d'y répondre de façon appropriée, qui est capable de le mettre dans un environnement sécure lorsque celui-ci est dans une situation de stress, d'angoisse, lorsque celui-ci sollicite l'extérieur et qu'on puisse lui répondre dans un délai approprié et de façon appropriée. Donc ces 3 niveaux, nous les avons appelés le méta-besoin de sécurité. Et ensuite, nous avons été regarder les autres besoins. Alors, les autres besoins, ils n'ont pas de valeur hiérarchique, ils n'ont pas de valeur chronologique, parce qu'aujourd'hui, la construction d'un enfant, même si c'est un enfant qui va passer à certains moments, lorsqu'il est tout petit, lorsque, comme dirait Dolto, l'enfant paraît, il va être dans une phase très sensorielle. Et puis ensuite, effectivement, il va acquérir de la motricité. Et puis ensuite, il va accéder à l'abstraction et au langage. Donc, mais il n'empêche qu'à toutes les étapes de son développement, tous ces champs-là se répondent les uns les autres. Donc, on va le lire comme une pendule. À midi, c'est le besoin d'expérience et d'exploration du monde. L'enfant, pour grandir, pour avancer dans sa construction, il fonctionne en essai-erreur. Il va donc avoir besoin d'éprouver des situations dans lesquelles il va expérimenter. Et parce qu'il aura à proximité de lui un adulte qui sera en capacité de l'encourager, de le sécuriser et en même temps de trouver la bonne distance, pas trop près, pas trop loin, pour lui permettre de faire son essai-erreur, pour lui permettre, une fois qu'il aura expérimenté cette première expérimentation, essayer la fois d'après en ayant conservé évidemment l'anticipation de l'expérience vécue, il va pouvoir aller plus loin, et bien effectivement, il va développer ses compétences motrices, réflexives, expressives, ludiques. Il va rentrer dans les apprentissages, il va accéder au langage, bref, il va devenir une personne humaine en accédant à la symbolisation et à la mentalisation. Ceci, c'est une expérience qui va l'amener aussi à accéder à l'individuation. C'est à découvrir qu'il est une personne et qu'il y a de l'altérité. C'est-à-dire que le monde n'est pas composé que de lui, mais est composé d'autrui, et donc il va pouvoir maîtriser son schéma corporel et se différencier de son environnement. L'autre besoin, à 3 heures, c'est besoin d'un cadre de règles et de limites. Bien entendu, dans un premier temps, pour le protéger de ses risques physiques, mais pas que. C'est aussi l'intériorisation des codes sociaux, l'intériorisation des lois sociales. Ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, le respect de son intégrité, le respect d'autrui, etc. Et ceci, évidemment, c'est ce qui va lui permettre, par cette intériorisation, de réguler ses émotions et de ne pas être qu'un objet émotionnel, mais être aussi quelqu'un qui peut accéder à la pensée, qui peut effectivement faire un travail de régulation de ses émotions. Et on voit bien, par exemple, certains jeunes adolescents qu'on reçoit dans les MEX, où la question du langage et la question de l'élaboration intellectuelle est compliquée, et que ce sont des enfants qui vivent dans le passage à l'acte, dans l'émotionnel à cœur ouvert, et pour lesquels le gros travail des professionnels sera d'amener ces enfants à acquérir ce qu'on appelle un moi-peau, c'est-à-dire une enveloppe psychique qui leur permette là aussi de se différencier des émotions de l'environnement. À 6 heures, c'est le besoin d'identité. Nous sommes chacun, tous, universellement différents. Nous avons besoin de nous penser comme une personne unique. Alors bien sûr unique par nos différentes caractéristiques physiques, mentales, mais aussi de nous inscrire, d'avoir une conscience de soi dans une certaine continuité. Pour ça, nous avons besoin de nous inscrire dans une filiation, dans une généalogie d'appartenance et dans une culture dans laquelle, évidemment, nous intégrons un certain nombre de valeurs et de principes. Et ça, c'est important parce que dès lors que j'ai acquis ma conscience de moi-même
eh bien, je suis en capacité d'entrer en relation avec les autres sans que je me mette en danger. Et c'est comme ça que je m'affiliais à des groupes d'appartenance, le groupe classe, au club de sport, au club de théâtre, etc., en ayant la possibilité d'être à la fois moi-même et en même temps être membre d'eux. Et donc, être membre d'eux ne m'oblige pas à perdre ma propre identité. Et enfin, à 9h, c'est le besoin d'estime de soi et de valorisation de soi. Vous savez que pour accéder à cela, c'est bien sûr la construction que nous faisons à partir du regard que les autres posent sur nous. C'est-à-dire que c'est le regard des autres qui est suffisamment bienveillant, qui me permet d'avoir une image de moi positive, de me donner confiance en moi-même, dans mes compétences, dans mes capacités d'apprentissage, dans mes capacités d'entrer en relation avec autrui, c'est-à-dire que autrui n'est plus un danger pour moi. 10 minutes. Diapo suivante. Alors je vais aller peut-être quand même, je vais reprendre les 2 diapositives qui viennent, qui sont quand même fondamentales. Donc ce méta-besoin, il prime sur tous les autres, il conditionne la satisfaction des autres besoins, il soutient la construction du sujet et son individuation, il favorise le développement des compétences psychosociales et des capacités cognitives et d'apprentissage. La diapo suivante, elle nous dit finalement, et bien évidemment je me réfère à la théorie de l'attachement, elle nous dit finalement qu'est-ce qui est attendu de l'adulte qui s'occupe de l'enfant. On attend de cette personne, quelle qu'elle soit, qu'elle ait 5 qualités. La première, c'est qu'elle soit accessible, donc en fonction de l'âge de l'enfant, que lorsque l'enfant est dans une situation de détresse, cet adulte soit dans un périmètre qui lui permette facilement de faire appel à elle. Elle doit être disponible, pas simplement disponible physiquement, elle doit être aussi disponible intellectuellement, psychologiquement, à entendre et à décoder les appels de l'enfant. Elle doit être, et ça en protection de l'enfance, c'est une vraie gageure, elle doit être stable et garantir une certaine continuité. Elle doit avoir une certaine sensibilité pour pouvoir avoir des capacités d'empathie avec l'enfant, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir se mettre à la place de l'enfant et de comprendre ses mouvements émotionnels. Et enfin, elle doit être fiable, c'est-à-dire que c'est quelqu'un sur qui on peut compter et c'est quelqu'un qui garantit un cadre éducatif sécure. C'est-à-dire que ce qui est permis aujourd'hui n'est pas interdit demain. Ce qui est autorisé maintenant n'est pas interdit dans l'heure qui suit. Ça doit être quelqu'un sur lequel on peut se fier, sur des principes et des valeurs sur lesquelles on peut compter. Alors effectivement, diapo suivante, la construction de l'enfant, ça va être effectivement une synchronie permanente entre l'enfant et son entourage, dans ces échanges interactifs où la communication doit être adaptée et compréhensive, tout en sachant que, ça a été dit dans le petit film, l'enfant a une plasticité cérébrale qui est très importante à la naissance, à peu près jusqu'à 5 ans. Et donc, effectivement, des expériences délétères qu'il aurait pu avoir vécues peuvent tout à fait, évidemment, exposer à des nouveaux modes de transaction relationnelle plus favorables, bien entendu, aider l'enfant à se construire comme il convient. Diapo suivante. Diapo suivante. Diapo suivante. C'est simplement pour dire que
la doctrine de la politique publique de protection de l'enfance aujourd'hui, c'est donc bien une centration sur l'enfant qui tienne compte, on l'a vu tout à l'heure, de son intérêt supérieur, de la réponse à ses besoins, de la garantie de son développement et du respect de ses droits. Diapo suivante. Pour nous éclairer en protection de l'enfance, alors là je vois pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que vous ne voyez pas grand-chose. C'est juste pour vous dire, dans les travaux scientifiques qu'on connaît, qu'est-ce qu'on connaît du profil des parents, des enfants qui sont accompagnés en protection de l'enfance? Eh bien, on sait que ce sont des parents qui ont eu des parcours de vie difficiles, avec souvent des fréquences de critères de vulnérabilité liés à différents niveaux de contexte. Alors, ça peut être effectivement des contextes dans lesquels on est confronté à la pauvreté matérielle, la pauvreté financière, les séparations conjugales, le grand isolement, on est soumis à des violences intrafamiliales, on est exposé à des addictions, à des dépressions psychiques, à des comorbidités. Oui, d'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'à côté des facteurs de vulnérabilité, c'est que quand on regarde, et ça c'est deux termes qui pour moi sont essentiels, quand on regarde du côté des capacités et compétences parentales, on s'aperçoit qu'effectivement les 5 qualités que j'ai exposées tout à l'heure sont souvent compromises. Alors déjà, je m'explique sur capacité et compétences. Les capacités, on est plus dans les savoir-être, les compétences, on est plus dans les savoir-faire. Les anglo-saxons et les Québécois en particulier, ils utilisent tantôt l'un, tantôt l'autre. Je pense que c'est une confusion dans laquelle il ne faut pas aller. Parce que quand on va se poser les questions d'aller regarder du côté des parents, si on est sur la question des capacités, on est sur des questions structurelles. Si on est sur la question des compétences, on est sur les savoir-faire, donc on est sur les apprentissages. Et donc à ce moment-là, les modes d'intervention et les modes d'accompagnement ne sont pas de même nature, et la temporalité pour atteindre éventuellement des pistes d'évolution ne sont pas non plus de même nature. Et on trouve effectivement souvent des parents qui ont une sensibilité, une empathie, une disponibilité amoindrie. On trouve des problèmes d'instabilité, de difficulté à la régulation des émotions. Et enfin, on trouve souvent une faible fiabilité, contraire aux besoins d'anticipation prédictive de l'enfant. Du côté de l'enfant, diapo suivante, voilà, on va trouver aussi des facteurs de vulnérabilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez le diaporama. Et effectivement, ce qu'on voit du public pris en charge, en particulier pour le public qui n'est pas en milieu ouvert, mais qui est accueilli en hébergement, que ce soit en famille d'accueil ou que ce soit en foyer de l'enfance ou que ce soit en lieu de vie ou en MEX, on s'aperçoit que 42% des enfants, dès lors qu'évidemment on fait un travail pour le rechercher, 42% des enfants ont un attachement insécure ou désorganisé. Donc si on arrive à identifier cela, on va proposer à l'enfant, bien entendu, des modes d'accompagnement où on va travailler sur les questions d'attachement et sur les questions d'interaction psycho-affective entre l'enfant et son environnement. On a souvent un méta-besoin de sécurité qui est compromis avec des troubles du développement et on a des troubles, des signes de souffrance psychique. Sur le handicap, il y a eu une étude qui a été faite par la défenseure des enfants, Geneviève Avenard, en son temps, c'était en 2015, qui nous dit que finalement, la question du handicap, et je pense que dans les institutions vous y êtes confrontés, on a une situation de handicap associée à ces enfants qui est 7 fois supérieure à la population générale. C'est-à-dire qu'on a 25 à 30% d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance qui ont un dossier à la MDPH. On a d'autres problématiques, diapo suivante. On a des problématiques de santé mentale, puisque on a des études, des méta-analyses qui nous montrent presque un enfant sur 2 a besoin d'un accompagnement en santé mentale. Diapo suivante.
On a aussi une surmédicalisation des enfants. Là aussi, je vais vous donner un chiffre qui est quand même assez préoccupant. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bon. Oui, on a des enfants qui sont 8 fois plus que la population générale tout venant sous antidépresseurs et 24 fois plus que la population générale sous neuroleptiques. Donc effectivement, on a une problématique à la fois santé mentale et médico-sociale qui montre et qui confirme pourquoi aujourd'hui on ne peut pas travailler au niveau de la politique publique de protection de l'enfance sans travailler avec le secteur de l'ARS et le secteur à la fois versus sanitaire, à la fois versus médico-social. Un mot sur la scolarité. Diapo suivante. On a 15% d'enfants déscolarisés, c'est 3 fois plus que la population générale. On a 2 enfants sur 3 qui arrivent au collège avec 1 an de retard. Et un chiffre intéressant sur le devenir à l'âge adulte, en tout cas pour la sortie du dispositif. Quand on va regarder à 18-19 ans s'ils sortent du dispositif, vous savez, c'est un terme un peu curieux, c'est net, on désigne ces enfants, ces adolescents qui sortent de la scolarité de l'éducation nationale sans formation, sans scolarité, sans formation professionnelle et sans qualification. Eh bien, effectivement, on en a 1 sur 2, alors que dans la population générale, c'est 15%, et dans la population des milieux populaires, c'est une étude de l'Institut national de la jeunesse, il y en a 25%. Donc, on a une surreprésentation. Alors, il me reste 5 minutes, c'est ça? Oui, vous avez au moins 5 minutes. J'ai 5 minutes. Alors évidemment, quand on voit tout ça, on se dit, bon ben, effectivement, la situation est bien sûr complexe, mais je voudrais tout de suite apporter peut-être une correction à cette vision qui peut paraître quand même assez catastrophique. C'est les études sur le devenir à l'âge adulte. On a un certain nombre d'études sur le devenir à l'âge adulte, et quand on regarde le devenir à l'âge adulte, on a une vision de la représentation des jeunes qui est assez intéressante. Sur le devenir à l'âge adulte, ce qui est intéressant, c'est que finalement les études montrent que grosso modo, on a 3 groupes à peu près pas tout à fait équivalents, presque un tiers, on va dire. On a 1 tiers des jeunes qui sortent et qui vont bénéficier de l'ascenseur social, qui sont des jeunes qui vont avoir un niveau de scolarité, de formation professionnelle, d'emploi, très au-delà de leur milieu familial d'origine, et qui ne reviendront pas dans les politiques sociales. Donc, comme ils ne reviennent pas dans les politiques sociales, c'est un public que vous ne voyez pas. Donc, comme vous ne le voyez pas, souvent, il est très sous-estimé. On a un deuxième public qui est à peu près l'équivalent, 1 tiers, qui est un public qui va se retrouver en insertion sociale, familiale, professionnelle, conjugale et parentale, au regard des données INSEE, similaires à la population générale tout venant. Donc, qui aura peut-être des incidents de la vie, qui pourront être des séparations conjugales, qui pourront être une perte d'emploi, qui pourront être un passage dans les services, dans des services de soins, etc. Mais ni plus ni moins que la population générale tout venant. Donc, ça nous fait 2 tiers du public qui est passé par l'aide sociale à l'enfance, pour lesquels on peut considérer qu'on a une insertion familiale, sociale, conjugale, parentale, tout à fait satisfaisant. Il reste 1 tiers, et c'est vrai que ce tiers, c'est celui dont vous entendez parler, c'est celui que vous croisez, c'est celui pour lequel vous dites parfois qu'il y a de la transmission transgénérationnelle, pour lesquels vous vous dites est-ce que finalement on a été à la hauteur des enjeux de la prise en charge. C'est celui qu'on va trouver dans les CHRS. Bref, c'est celui dont quelquefois vous entendez parler parce qu'ils ont évidemment quelquefois des conflits avec la loi.
Mais en tout cas, il faut quand même remettre cette politique publique à sa juste place et savoir que finalement, alors ce n'est pas satisfaisant, on peut se dire sans doute qu'on peut faire mieux, bien entendu, mais quand on va regarder qui est ce public qui est dans la grande, dans la grande exclusion, on va dire, on s'aperçoit que ce sont souvent des jeunes qui ont été pris en charge très tardivement, après partir de 14 ans, avec des parcours chaotiques, et pour lesquels, malheureusement, leurs difficultés étaient déjà extrêmement chronicisées et pour lesquels c'était un enjeu difficile pour l'ensemble des acteurs qui les ont côtoyés que d'essayer de leur permettre de pouvoir reprendre un parcours de développement et un parcours de vie qui soit satisfaisant. Alors je terminerai là-dessus. Quels sont les enjeux finalement de tout ça pour nous? Eh bien, les enjeux, c'est l'évaluation. C'est les enjeux de l'évaluation. On a parlé ce matin évidemment du référentiel HAS, bien sûr, qui aujourd'hui est opposable, puisqu'il figure dans la loi de 2022 et qu'un décret est sorti pour le cautionner. C'est effectivement outiller les professionnels et leur donner les moyens de pouvoir faire des évaluations des situations des enfants et des familles qui permettent d'objectiver la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce que, effectivement, et je rappellerai, c'est la diapo suivante, hein, que le référentiel de l'HAS, dans son livret 3, nous donne la liste des champs qu'il faut explorer pour appréhender la situation d'un enfant et de sa famille, à la fois du côté de l'enfant, de son développement, de la satisfaction de ses besoins et de ses droits, et bien sûr du côté des parents, et du côté des parents, comme ça a été évoqué tout à l'heure, la question des capacités et des compétences parentales, en prenant en compte bien sûr toute l'histoire de chacun des membres du couple parental, mais en tout cas de prendre en considération les capacités et compétences parentales, d'aller regarder du côté de l'environnement les forces et faiblesses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, qui vont être susceptibles de pouvoir jouer un rôle dans le parcours de vie de l'enfant. Et c'est vrai que la loi de 2022, faisant maintenant obligation à aller regarder si dans la famille élargie, il n'y a pas, ou dans l'environnement proche de l'enfant, il n'y a pas des solutions possibles avant de penser à la séparation et l'orientation institutionnelle, peut-être un élément qui peut nous aider. Et puis, bien entendu, l'ensemble des dispositifs sur lesquels on peut s'appuyer. Et cette évaluation, aujourd'hui, il me semble que si elle s'appuie sur, effectivement, ce nouveau paradigme de la protection de l'enfance, je pense que ça facilitera ce qui a déjà été évoqué, me semble-t-il, tout à l'heure par la vice-présidente, c'est-à-dire que ça facilitera de disposer de références communes, d'un langage commun, de principes et de valeurs partagées, et que ça permettra, bien évidemment, à partir de ce langage commun, de cette doctrine partagée, de cette centration sur l'enfant, de pouvoir travailler en coopération et en co-construction l'ensemble des acteurs impliqués autour de la situation de l'enfant pour la construction de son projet, ce qu'on appelle le projet pour l'enfant. Et juste un mot sur ce qui me semble qu'est le projet pour l'enfant. C'est à la fois un projet matriciel qui pose le cadre et le périmètre de la commande publique qui fonde l'intervention de la puissance publique dans la sphère privée des familles, c'est l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un outil de référence à partir duquel, c'est une base de référence à partir duquel on peut partir d'une situation à un temps T et qui va nous permettre après de voir comment elle évolue et avec qui elle évolue et comment effectivement elle s'améliore. Et enfin, j'ai entendu ce matin des professionnels l'évoquer, de plus en plus on s'aperçoit que c'est un outil d'accompagnement de co-construction avec les familles, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet de trianguler avec les familles et de sortir peut-être de ce qui a été longtemps cette politique publique d'un face-à-face avec les familles
avec effectivement, bien entendu, même si on parlait parfois de contractualisation avec les familles, mais on sait bien que contractualiser entre des personnes privées et une institution publique, nous ne sommes pas tout à fait à égalité de posture. Et bien là, on s'aperçoit, et les Italiens là-dessus nous ont beaucoup confortés, que ça permet d'être un outil de dialogue avec les parents, de dialogue avec l'enfant, de dialogue avec les professionnels, et donc peut-être de pouvoir réussir, de pouvoir régler la situation collectivement ensemble. Merci de votre attention. Merci pour cette belle intervention. Alors, on va avoir un jeu de questions-réponses comme ce matin, mais avant, je voulais laisser la parole à Madame Marie Mercier, notamment sur le rapport qui date de février 2024, visant à mieux protéger les enfants victimes des violences intrafamiliales. Et je rappelle que c'est un rapport du Sénat. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de vous parler un petit peu sans me laisser distraire par les diapositives qui arrivent et qui nous font quand même bien rire. Donc, merci monsieur pour cette dose d'humour. Alors, peut-être vous vous demandez ce que je fais ici après cet exposé extrêmement complet et détaillé en tant que sénateur de la Commission des lois. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, j'ai d'abord été maire, MAIRE, longtemps, de ma commune. Et quand on est maire, on en apprend tous les jours. Chaque fois, il se passe quelque chose, dans les familles ou pas, qui nous fait dire qu'on n'en saura jamais assez. Alors, quand on est maire, on célèbre des mariages. Donc, cette fameuse autorité parentale, quand vous égrenez l'article, qui est déjà un peu compliqué, vous avez perdu non seulement les mariés, mais la moitié de l'Assemblée. Parce que c'est extrêmement difficile d'expliquer aux gens selon son âge et son degré de maturité, etc. Donc, ensuite, je simplifie en disant oui, le petit enfant est une personne, mais ce n'est pas un adulte en miniature. Il a besoin d'être éduqué. Pour moi, c'est le maître mot, c'est l'éducation. Et comment voulez-vous éduquer si vous-même, vous ne savez pas être parent? On n'apprend pas à être parent. Donc, si vous n'avez pas eu les codes quand vous étiez vous-même enfant, c'est extrêmement difficile. Et là, vous êtes une assemblée de professionnels et je voudrais vraiment vous féliciter et vous remercier d'être là cet après-midi parce que votre métier est difficile, parce que c'est difficile d'élever un enfant. Et après toutes ces années à la Commission des lois, je me rends compte que le jour où on fera des mineurs une cause majeure, là, on aura une société solide, qui sera bien assise sur ses fondamentaux. J'ai auditionné énormément de magistrats, de procureurs, dans les ministères, etc. Et je me souviens un jour, on me montrait les plans d'un nouveau tribunal. Et je dis, mais il est où le tribunal des mineurs, tribunal pour enfants? Ah ben, il était au sous-sol. Dans les étages nobles, on met le terrorisme, et la finance. Les mineurs, paradoxalement, tout le monde est d'accord pour les protéger. Mais il faut déployer une énergie considérable pour arriver à faire quelque chose pour eux et à se faire comprendre. Alors, je ne suis pas à la Commission des affaires sociales, mais la Commission des lois à laquelle j'appartiens est souvent, on appelle ça, saisie pour avis. Alors, dans cette commission, je suis la seule médecin et médecin en exercice. Ce qui fait que ça me donne une vision un petit peu différente. La loi, c'est pas fantaisiste, la loi. Alors qu'en médecine, eh bien, nous avons de la pâte humaine. Quelque chose, c'est un art, la médecine. Donc, on s'adapte à nos patients. C'est ce que j'essaye de faire à la Commission des lois en expliquant toujours qu'on travaille pour les gens. La loi, elle vient des gens. Et en l'occurrence, là, il s'agit d'enfants. On parle des droits des enfants, des besoins des enfants. Et paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de violence sur les enfants, autant de violence mineure sur mineur. Alors, pourquoi tout ça ? Pour plein de choses. Certes, les tribunaux sont encombrés. D'ailleurs, au début de mon travail, ça avait été ça, la commande. Pourquoi 2 petites filles violées, une s'est correctionnalisée et l'autre pas? Donc j'avais commencé mon travail là-dessus et on s'était rendu compte qu'en fait,
Mieux protéger les enfants, c'est mieux appliquer la loi. Mais qu'est-ce qui se greffe là-dessus? Eh bien, c'est ce bazar-là que tous nos gamins ont dans la poche, que tous nos gamins ont chez eux, bien sûr pas à l'école, mais avec cet instrument, le monde et le dark monde leur est ouvert. Internet, c'est un royaume sans loi, sans foi, sans roi. Et le monde numérique de nos enfants nous échappe. On va dire, mais mettez donc des protections parentales, mais vous allez voir un tuto et hop, le gamin, tout de suite, il sait comment enlever cette barrière. Il sait faire, il sait beaucoup mieux faire que nous. Je salue les gendarmes qui sont ici parce que j'ai assisté à des auditions, vous savez, dans les salles Mélanie, j'ai vu beaucoup de choses. Et un jour, il y a un papa qui racontait qu'il passe comme ça, chez lui, puis il voit le téléphone de sa petite jeune fille. Il regarde, ça se passait en Saône-et-Loire. Et il s'est rendu compte que sa jeune fille, elle se vendait dans une voiture. Quelle était la profession du papa? Ingénieur informatique. Et la maman aussi travaillait. Ce n'est pas dans les milieux où on va dire il faut s'en occuper beaucoup, ces enfants sont délaissés, pas du tout, c'est partout. Ça, c'est une arme dans la main de nos enfants. Arriver à leur faire comprendre qu'ils doivent se protéger eux, puisque nous, la loi, on a du mal à les protéger. Leur dire que quand ils vont faire des sextapes ou des choses comme ça, ce sera indéfiniment dans le cosmos, ce sera toujours là. On aura beau faire des lois pour les arrêter, ça ne marchera pas. Jamais. Je ne sais pas ce qu'il a passé, parce que moi, je suis prise dans mon propos et toute passionnée en vous disant que c'est très grave, et je vois tout le monde rire, donc je pense que j'ai un petit temps de décalage. Alors, rappelons-nous l'affaire d'Outreau. L'affaire d'Outreau, c'était une famille avec 4 garçons qui regardaient des films pornographiques. Donc, dans la loi de juillet 2020, je me suis accrochée à ça, tout en ne faisant jamais ce raccourci facile de dire ah ben, on est violent quand on regarde des films porno, ou si on regarde jamais de films porno, on ne va pas être violent. Pas du tout, pas du tout. C'était juste pour rentrer dans cette loi et que ce ne soit pas un cavalier législatif. Ça s'appelle, on saisit le moyen, un véhicule législatif pour essayer de faire passer quelque chose. Donc j'ai réussi à faire passer avec l'avis positif du gouvernement cet amendement. Il était minuit, on n'était pas très nombreux dans l'hémicycle, pour essayer de faire comprendre que les sites sont responsables des images qu'ils diffusent, et en particulier les sites gratuits. Parce que s'ils sont gratuits, c'est que l'argent, il vient d'ailleurs. Et l'argent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que ce sont des milliards de vues et donc de publicité. Et là, je me suis trouvée face à un mastodonte, puisque les sites sont responsables de ce qu'ils diffusent, et on leur disait, vous avez le choix des armes, contrôlez l'âge des usagers. Vous faites du porno, vous diffusez du porno, vous vendez du porno, très bien ou très mal, j'en sais rien, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'enfant. Le matériel destiné aux adultes est fait pour les adultes et pas pour les enfants. Or là, il faut apprendre à l'enfant à se protéger lui-même. Il faut absolument que les éducateurs, les parents, on dise aux enfants, ce n'est pas pour toi, parce que ça va t'abîmer. Et il restera en toi quelque chose à jamais détruit. Moi, j'en soigne des gens, des adultes, qui me disent, qui m'expliquent combien être addict comme ça à cette forme de diffusion de films peut obérer la vie conjugale, la vie familiale, la vie sexuelle, bien évidemment. Mais pour passer cet amendement et ensuite faire en sorte que l'ARCOM, c'est-à-dire l'ancien CSA, s'en saisisse, ah mais là, on était devant une montagne d'argent, donc une montagne de difficultés. J'ai vu tout le monde. Je crois que j'ai vu tout le monde. Alors une fois, on me disait, ben, c'est pas possible, c'est la liberté. C'est la liberté de chacun. Je ne sais pas trop, elle est la liberté d'un petit enfant qui se prend comme ça des images en pleine face. On ne peut rien faire. Ensuite, les banques ont dit, oh là là, la carte bancaire, oh ben non, c'est pas possible. Ensuite, l'Europe. C'est facile souvent de dire, oh ben, c'est l'Europe. Mais en fait, avant tout, il y a la France, parce que la France, elle a des moyens. Et la France, elle peut obliger un pays à faire attention à ce qu'il diffuse chez nous. Tout simplement parce que ces films-là, ça rentre dans la législation du commerce.
et pas dans la protection de nos enfants. Or, qui ici refuserait de protéger des enfants? Certainement pas vous, c'est votre métier. Mais dans la rue, vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui dise « Oh non, non, c'est très bien ». Pas du tout. Tout le monde est d'accord, sauf que pour faire un tout petit quelque chose, il faut aller de saut d'obstacle en saut d'obstacle. Donc, je dirais que, parce que je crois que vous allez me dire que j'ai fini, non? Faire des mineurs une cause majeure, ça c'est votre métier, mais c'est aussi le mien au Sénat. Arriver à faire passer des mots. Vous savez, au Sénat, on parle avec un langage très policé. Quand j'ai expliqué pour la première fois, ici il n'y a que des adultes, mais on a changé la définition du viol, parce qu'un petit enfant qui subissait une fellation, en fait c'est lui qui rentre dans le trou. Et c'est ça la définition du viol, c'est pénétration. Ah ben oui, sauf que là, c'est un tout petit gamin, il ne sait pas ce qui lui arrive. Donc rien que ça, il a fallu changer. Il a fallu changer beaucoup de termes aussi pour arriver à faire comprendre que l'enfant est à respecter dans sa stricte intégrité, qu'on ne met pas la main sur lui, jamais, que personne n'a le droit de le toucher, jamais. Dès 2 ans, il faut expliquer ça, sans faire du catastrophisme, mais en lui disant gentiment, parce qu'un prédateur sexuel, si le petit enfant de 3 ans lui dit « tu ne me touches pas là fermement », il va s'en aller, il va aller ailleurs. Un pédocriminel, c'est un collectionneur. Il cherche des images, des images, des images. Et quand on va visionner ces images, je parle là devant les gendarmes, à la répression de la violence aux personnes, vous savez, il faut vraiment être bien accroché. On se dit que les bêtes ne font pas ça à leurs enfants. Ce n'est pas de l'insensiblerie, ce n'est pas de l'émotion. On se dit qu'il n'y a pas de fond dans la misère humaine. On se dit que ces gens qui font ça, mais ils n'ont eu aucun des fondamentaux. Ils n'ont rien eu pour les construire. Donc voilà pourquoi je crois vraiment à l'éducation, à l'aide à la parentalité, parce que c'est dur d'être un parent, c'est dur d'éduquer. Votre métier est difficile. Alors, je vous dirais juste merci. Merci à la presse qui relaie souvent ces combats, qui sont des combats difficiles. Mais c'est dire que peut-être on peut penser à des jolies histoires, se dire « il était une fois » des parents concernés, des parents qu'on aide, des parents qu'on éduque avant qu'ils éduquent les autres. Et puis peut-être il était une fois, sans S, celle de protéger nos enfants. Et vraiment, pas seulement avec des lois, mais avec une constante imprégnation du fait qu'il ne faut pas vous décourager. Il est embêtant avec ces trucs, hein. Ah ben oui, Jackie et Michel. Mais alors vous allez rigoler parce que la première fois que j'ai auditionné, c'est ce que j'ai dit moi. Ouais, mais je disais Michel et Augustin, parce que moi j'achetais des cookies Michel et Augustin, donc je parlais de Michel et Augustin, parce que ça je les connaissais, Jackie et Michel, j'ai appris à les connaître, alors là j'ai plein de noms de sites, je vois que vous êtes très intéressés, je peux vous donner des contacts, y compris dans le pornographique payant, j'ai aussi auditionné des acteurs du sexe, j'ai auditionné plein de gens qui vont vous intéresser, donc je vous attends à la sortie, on échangera plein d'informations, mais vous dire que vraiment ensemble, protégeons nos enfants, faisons en sorte qu'on en fasse vraiment pour demain des adultes solides par tous les moyens que nous avons, ne pas faire trop de lois, parce que ça décourage aussi les professionnels qui attendent beaucoup de choses. Donc ensemble, on travaillera à avoir des jolis films pour les enfants qui fassent que ce sont eux vraiment qui donneront un pays solide. Je ne résiste pas, ce n'est pas un plaisir, mais à évoquer ce qui se dit chez les dirigeants du monde informatique en Californie, qui font intention de mettre leurs enfants dans des écoles dans lesquelles il n'y a absolument ni portable ni Internet. Nous allons passer aux séances questions. Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur Facebook? Bon, voilà. Et est-ce que, donc, même modalité que ce matin, il y a des collègues avec les micros. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux 2 interventions? Pas Fabienne. Fabienne n'a pas posé de questions. Je n'ai pas compris.
petite question. Je suis là. Vous vous présentez? Mazo Nadia, juriste et bénévole à l'association Stop aux violences sexuelles. Donc, merci pour ces deux interventions. Vous êtes toutes les deux du monde médical. Donc, quelles sont les formations qui sont mises en place pour les professionnels du médical? Je suis désolée, madame, je ne sais pas où vous êtes. Donc, ah, vous êtes là. Alors, les formations mises en place de mon temps, donc c'est très, très vieux, je vois que le dessinateur va sans doute me dessiner comme l'homme de Cro-Magnon, mais il n'y avait quasiment rien. Il n'y avait quasiment rien sur les violences sexuelles. Enfin, ma consoeur dira la même chose. J'interviewe des gens beaucoup plus jeunes. Ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose. Ils travaillent beaucoup maintenant, alors et ça c'est une bonne chose, avec les neurosciences sur la mémoire traumatique, puisque se met en place dans le cerveau comme une espèce de sidération où on essaie d'oublier ce qu'on a subi. Ça, c'est notre consoeur Muriel Salmona qui travaille beaucoup là-dessus. Donc, moi, j'avais demandé à ma fille qui faisait ses études, qui était en dernière année de médecine, j'ai dit, as-tu entendu parler? Pas du tout. Pas du tout. Donc, il y a toujours un temps de retard, j'ai envie de dire, entre la vie, la réalité, et puis alors, ce qu'on apprend des facultés, puis alors la loi, n'en parlons pas, c'est encore bien plus à la remorque. Mais effectivement, il y a les écoles d'infirmières, il y a les facultés de droit, mais il y a tout. Il y a tout. Il faut être formé à ça pour repérer le décrochage d'un enfant. Je suis allée dans toutes les com-com de Saône-et-Loire pour expliquer un petit bonhomme qui va bien, qui est tout mignon, puis tout d'un coup, il devient tout fou, il fait n'importe quoi. Un décrochage de cet enfant, il se passe peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais peut-être pas. Il faut aussi être extrêmement objectif, parce que vous n'allez pas envoyer aux assises quelqu'un qui n'a rien fait. Et là, c'est aussi un effet, un biais, c'est devenir une monnaie d'échange. Parce que ça, c'est l'effet boomerang. Vous savez, on va aller tout de suite accuser quelqu'un de violence sexuelle sur mineur. Il faut quand même attendre la preuve de ça. Donc, former les adultes au repérage, ça me semble absolument indispensable, quel que soit l'adulte et quel que soit son cursus. Vous voulez rajouter? Oui, peut-être rajouter l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui produit des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, a produit des recommandations à destination du corps médical sur la maltraitance, sur les abus sexuels, sur la conduite à tenir, sur la question des informations préoccupantes, sur la question du partage d'informations par rapport au secret professionnel et au secret médical. Donc j'ai envie de dire, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a des dispositifs aussi qui existent aujourd'hui. On a des centres de victimologie, on a des UAPED, des unités d'accueil des mineurs en danger. Donc, petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place et qui se construisent, mais c'est vrai qu'on peut quand même trouver qu'il y aurait encore beaucoup à faire. C'est vrai que moi, je sais qu'il y a des territoires, par exemple, où le Conseil de l'ordre départemental établit des conventions ou des liens avec les services de protection maternelle et infantile ou avec la CRIP pour que les médecins libéraux puissent avoir un interlocuteur référent lorsqu'ils sont confrontés à une situation et qu'ils sont dans cette situation de se poser des questions. Parce que quand les choses sont avérées, qu'elles sont évidentes, etc., bon, bien entendu, les praticiens font hospitaliser, mais quand ils sont dans un faisceau d'indices et qu'ils se posent des questions, il faut effectivement les aider à pouvoir être en lien avec des professionnels qui peuvent réfléchir avec eux et se donner peut-être les moyens d'aller plus loin dans les investigations. Donc il y a des choses qui se mettent en place, mais on va dire quand même que on est assez loin de ce qui se pratique parfois dans les pays anglo-saxons. Mais les choses avancent, Alors, je vais quand même rebondir sur le petit dessin parce qu'il est excellent, là, le petit dessin précédent sur Michel Augustin et l'abbé Pierre qui est dans le paquet de cookies.
J'ai fait partie de la commission qui s'est penchée sur les scandales sexuels, les violences sur mineurs. Alors moi, c'est sur mineurs, que ce soit dans l'Église catholique, protestante, dans les mosquées, dans les synagogues, partout, dans les conservatoires. En fait, partout où il y a des enfants, il peut y avoir un prédateur sexuel. Partout. Alors, il ne s'agit pas d'en avoir peur, il s'agit de repérer. Donc, nous avions auditionné Jean-Marc Sauvé, qui était bien évidemment, lui, en charge spécifiquement une commande de l'Église catholique, parce que l'Église catholique a fait ce travail, l'a fait. L'abbé Pierre, c'était antérieur. En ce qui concerne l'abbé Pierre, c'est l'emprise aussi. On a toute cette notion d'emprise. Nous sommes démunis face à des personnalités comme ça qui ont une aura et pour laquelle probablement les évêques, peut-être même le pape, donc dans la hiérarchie de l'Église catholique, qui est une hiérarchie très très verticale et très masculine, eh bien, sortent des scandales comme il y en a eu à Lyon et qui sont absolument intolérables parce que justement il y a une confiance en quelqu'un qui a une forme de pouvoir, et là c'est un pouvoir qui est pratiquement d'essence divine. Donc l'idée c'est que le recrutement, si on peut l'appeler comme ça, maintenant, puisque pour rebondir toujours sur votre question, ben le repérage, la formation des séminaristes, savoir si déjà à 20 ans on est bien sûr de ce qu'on va faire de sa vie d'adulte. Merci. Alors il y a une question. Madame ou monsieur, je ne vois pas, est-ce que vous pouvez vous lever et vous présenter? Voilà. Merci. Julie Germain-Poncet, je suis infirmière à l'équipe mobile ASEF Handicap. On intervient dans tout le département auprès des enfants placés. Ça rejoint un petit peu la question de la formation, mais pas des soignants, plutôt des éducateurs qui sont dans les MEX, dans les foyers, les assistants familiaux qui sont très souvent démunis et qui ne savent pas comment faire, parce que vous dites faire passer des mots, c'est certain, il faut faire passer des mots, mais quand on ne sait pas comment, la question des violences sexuelles, c'est tabou, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Comment on s'empare notamment des préconisations de la Civise sur le repérage systématique, mais concrètement, sur le département de 71, et évidemment plus largement, mais sur les professionnels qui sont au quotidien, les éducateurs, les maîtresses de maison, et systématiser tout ça. Voilà, merci. Je crois qu'on a une et d'ailleurs ça faisait partie de la commande de Laurence Rossignol, puisque dans le cadre de la démarche de consensus, on avait 3 missions. En fait, on avait une mission sur la définition des besoins, on avait une mission sur des recommandations pour un référentiel national d'évaluation, et puis on avait une mission sur la formation des professionnels. Et donc je crois qu'effectivement, un des éléments de réponse, pas le seul bien sûr, c'est bien sûr la question de la formation des professionnels. Alors il y a à la fois la formation initiale, la formation continue, des formations thématiques qui, moi, me paraît, il y a pour moi, donc dans le rapport, on a fait des propositions sur des corpus de formation qui nous semblaient être à la fois des corpus de base sur la Convention internationale, sur les droits de l'enfant, sur la maltraitance, etc., sur les violences intrafamiliales, etc., ou qui nous paraissait un corpus minimum de base à intégrer dans toutes les formations initiales des professionnels qui peuvent être conduits à accompagner des enfants dans quelque contexte que ce soit. Après, on a fait une proposition de corpus spécialisé pour les gens qui souhaitaient travailler en protection de l'enfance. Et puis, à côté de la formation dans les institutions, donc, qui peut se faire dans le cadre de la formation continue dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Puis après, il y a aussi évidemment l'organisation et le fonctionnement de la structure. Est-ce que c'est protocolisé? Est-ce qu'on a travaillé, on a réfléchi dans l'institution à s'il y a l'émergence
d'une confidence qui est faite par un enfant qui laisse à penser que, est-ce qu'on a réfléchi à comment on fait pour la recevoir, pour la traiter, quel est le process qui est mis en place dans l'institution, etc., etc. Je crois que tout ça, il faut que ce soit anticipé dans les projets d'établissement et que ça figure dans le règlement intérieur des projets d'établissement et services, des établissements et services. Et puis, c'est aussi... moi, je défends beaucoup le fait qu'on soutienne les professionnels dans la relation d'aide, en particulier dans le champ de la protection de l'enfance. Et je pense que dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux, il faut développer l'analyse des pratiques. Il faut qu'il y ait un espace qui soit donné aux professionnels pour pouvoir faire quelque chose des effets de résonance que ça produit de côtoyer la souffrance des autres, la violence et la souffrance des autres. Je crois que c'est essentiel, c'est pour moi indispensable. Et puis aussi peut-être dans les institutions développer des espaces de réflexion éthique lorsqu'on est confronté, je prends quelque chose tout à fait classique, dans une maison d'enfants à caractère social où on accueille des jeunes adolescentes avec une adolescente qui éventuellement est confrontée à la question éventuellement de l'accès à l'IVG, de la nécessité de l'accès à l'IVG, se poser les questions. Et en même temps, c'est une jeune qui a le droit de se confier à un adulte de son choix et d'aller subir son IVG avec un adulte de son choix. Mais en même temps, cette jeune, elle dit... Voilà, je souhaite à son éducatrice ou à qui que ce soit que tu m'accompagnes, mais en même temps, je te demande le secret médical. Je ne veux pas que cette information soit partagée avec l'équipe. Alors, on a un vrai conflit d'intérêts là. Est-ce que cette information qui doit être partagée, puisque vous savez que le secret professionnel... Le législateur n'a pas voulu le consacrer en secret partagé, a considéré que le secret professionnel restait de la responsabilité de celui qui le détient, mais que par contre, on a ouvert la possibilité du partage d'informations, mais le partage d'informations, il est légitime qu'à partir du moment où ce partage d'informations va être utile à la personne concernée. Et une mineure qui demande la confidentialité et le secret, ça met en porte-à-faux le professionnel dans son équipe, dans son institution. Et donc ça, c'est des questions qui doivent être discutées quelque part, et je pense que c'est important dans les institutions d'avoir comme ça des espaces éthiques où on se pose des questions de principe. Est-ce que dans une situation comme ça, quelle est la bonne attitude à avoir? Comment on fait pour respecter le souhait de la jeune, qui a le droit de demander le secret, et en même temps, est-ce que le fait de savoir qu'elle a pu se mettre en danger et qu'elle a vécu cet événement, est-ce que c'est nécessaire et est-ce que c'est utile à l'accompagnement éducatif et donc à partager avec l'équipe? Donc vous voyez, je crois qu'on a des leviers, on pourrait avoir des leviers, on pourrait avoir des outils, il faut les penser et puis il faut essayer de les mettre en œuvre. C'est terrible quand on reçoit une parole. La parole, c'est un cadeau. Quand la parole est libérée, le petit enfant, ça peut être une fois. Ensuite, il ne dira plus jamais rien. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Ah oui, bien. Non, mais c'est bien. Il faut recruter des gens professionnels. Et moi, je me souviens, dans mon cabinet, je soignais une femme pour une épaule. Vous voyez, une femme vraiment très, très chic, magnifique. Bon, je la soigne pour son épaule. Je dis, je revois la semaine prochaine. L'épaule, ça allait pas mieux. Puis il y avait des bleus. Bon, j'étais étonnée. La fois suivante, elle revient, et puis je lui dis, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que moi, je vous soigne, vous devriez aller mieux. Et là, elle s'effondre, elle m'explique qu'en fait, c'était son mari qui l'a tapée, qui l'a balancée dans l'escalier, etc. Très belle maison, enfin, la caricature. Et là, c'était il y a longtemps, donc je n'avais pas cette formation du recueil de la parole comme un trésor. Et je lui dis, mais vous êtes majeur, il faut que vous alliez porter plainte, il faut faire quelque chose, ça ne va jamais s'arrêter, faites quelque chose. On a discuté un petit moment, elle est repartie, je lui avais donné un autre rendez-vous, je ne l'ai jamais revue. Elle n'a jamais osé revenir, parce qu'en fait, elle avait tout expliqué et elle avait été peut-être gênée vis-à-vis de moi, c'était une honte pour elle.
Et je n'avais pas réussi à la convaincre d'aller porter plainte. Mais j'ai aussi une autre histoire d'une petite enfant en maternelle, une petite fille, qui dit à son institutrice, bah, Gérard, il vient dans mon lit et puis maman, elle n'est pas contente. Ah bon? Ben non, parce que Gérard, sa moustache, elle me pique. Ah bon? Ah bon? Ouais, puis Gérard, il laisse des poils partout, vraiment, maman, elle n'est pas contente. Et l'institutrice dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Puis dit, c'est bizarre, cette petite fille va très bien, je vois le père, je vois la mère. Bon, elle attend, elle ne fait rien. Elle attend que la maman vienne chercher sa petite fille à 11h30. Et puis elle lui dit, mais voilà, on m'a dit des choses. Daphné m'a dit qu'il y avait des choses. Là, il y a Gérard. Oh, on m'en parlait pas, elle a une relation fusionnelle avec Gérard. Vraiment, c'est insupportable, j'ai du mal à les séparer. Ah bon, vous ne faites rien? Ben non, c'est son chat. Bon, tous les chats ne s'appellent pas Gérard, mais vous voyez, il faut une distance, parce que quelquefois, on peut s'emballer dans un truc. Et tout d'un coup, on appelle les gendarmes, on appelle tout le monde, et puis... Donc, c'est délicat, ces sujets-là, parce que c'est tellement sensible, il peut y avoir à la clé tellement de choses lourdes et qui entraînent, pour la petite fille, évidemment, en l'occurrence, un drame absolu et vraiment une cicatrisation quasiment impossible, que le professionnel doit être formé pour décrypter, pas s'emballer, tout en sachant qu'il y a quelquefois des urgences et qu'il faut les diagnostiquer. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oh, vous allez venir à chaque fois. Je vais vous emmener au Sénat. Venir au Sénat. Il y a de la promotion dans l'air. D'autres questions? Oui. Ah, pardon. Bonjour, Lionel Belkira, je suis président de la DEPAP 71. Ce matin, nous ont été présentés notamment le cadre législatif, très finement, et on peut s'apercevoir qu'on a effectivement, en France, plutôt de la chance d'avoir un panel législatif aussi protecteur. De la même manière, au niveau réglementaire, au niveau des bonnes pratiques professionnelles. Néanmoins, nous, en tant qu'ADEPAP, ce que nous constatons, c'est qu'entre le travail théorique, on pourrait presque dire le travail prescrit et le travail réel, il y a un décalage qui met à mal et les enfants et les professionnels. Alors, la question, c'est comment être, je crois, ou rester un professionnel en protection de l'enfance. Quand nous entendons les établissements dans leurs difficultés de recrutement, quand on parle aussi de la nécessaire permanence du visage pour les enfants, notamment en pouponnière. Alors aujourd'hui, la protection de l'enfance, on le sait, il y a une manif à Paris la semaine prochaine, mais comment dire, c'est comment être professionnel de la protection de l'enfance aujourd'hui? Que peut-on garantir aux enfants, y compris à ceux qui sont confiés à l'ASE, mais pour lesquels il n'y a pas de place? Comment on peut aussi éviter que une situation indésirable advienne? Je pense au placement. Enfin, voilà tout un vrai challenge dans les années à venir, enfin, ici et maintenant. Et donc, je pose cette question, comment garantir, j'allais dire à minima, une qualité d'accompagnement respectueuse des besoins fondamentaux de l'enfant? On pourrait y consacrer une journée d'assises. Vous posez la question, la seule bonne et vraie question, comment garantir, si ce n'est en recrutant des professionnels de santé, en leur assurant une formation qui soit suffisamment nombreux, comme je disais, faire des mineurs une cause majeure, faire en sorte de donner des moyens aussi aux départements, c'est maintenant sous la responsabilité des départements, laisser le temps qu'une loi soit appliquée et à minima
qu'il y ait, avant d'essayer d'en faire une autre, une évaluation de la loi précédente avec des études d'impact qui souvent ne sont même pas faites. Sinon, on obtient ce que je vous disais, c'est une attente tellement forte et une déception des professionnels, puisque la réalité courra toujours devant et qu'on fait des inflations normatives qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Donc, comment faire une prise de conscience? Alors, non pas de vous, hein, bien évidemment, mais de tous les administratifs, des financeurs, de relayer ce besoin qu'il y a d'avoir des jeunes qui s'intéressent à ce métier, parce que ça aussi, Parcoursup ne fait pas forcément toujours une bonne publicité, et montrer combien votre métier est intéressant, et que non seulement vous n'êtes pas des bâtons dans les roues, mais qu'on vous aide. Ça, c'est peut-être le plus important. C'est souvent les conditions de travail aussi qui sont pas là. Donc c'est beaucoup de questions et vous avez je n'ai pas la bonne réponse pour ça. Si ce n'est diffuser, faire comme on le fait là, et que l'enfant le mérite et vous aussi. Notre question, remarque? Pas d'autres questions? Oui. Merci de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, vous présenter. Bonjour, je suis Élise Janot, je suis la coordinatrice du service TIASF à la DMR à Tondru. J'ai pas vraiment une question, j'ai plutôt une proposition. On parle des difficultés, on parle des recrutements qu'on a du mal à effectuer, mais aujourd'hui, il y a quand même énormément de personnes présentes et en fait, je voudrais juste qu'on applaudisse les gens de terrain. Voilà. C'est une bonne idée. Alors, c'est vrai que la situation, elle évolue malgré tout. Elle évolue très lentement, trop lentement, mais elle évolue. Donc, il faut rester positif et garder le sourire. Hein. Un pays qui donne le sourire à ses enfants, c'est un pays qui a de l'avenir. Et encore plus un département, bien évidemment, puisque c'est la compétence, et puis qui vous donne le sourire à vous aussi, et la foi dans votre métier. Merci mesdames, merci à tous. Alors on va passer à la dernière partie de notre journée, puisqu'il est prévu que nous clôturions nos travaux à 16 h. Alors, il a été prévu un petit exercice. Il va s'afficher, ou il devrait s'afficher un QR code, voilà, que vous allez pouvoir flasher, je ne sais pas comment on dit, et sur lequel, à partir duquel on va vous demander d'écrire le mot qui vous vient pour faire votre appréciation à chaud de cette journée. Il y aura une évaluation qui vous sera adressée, donc ce n'est pas valeur d'évaluation, mais de réaction à chaud par un mot. Vous nous l'envoyez, ces mots vont apparaître et voilà, on fera un constat de votre appréciation à chaud à travers le ou les mots que vous allez choisir pour qualifier le déroulement de cette journée.
faudrait le... Excellent. Alors, est-ce qu'on a le résultat? La photographie, le nuage de mots. Ah. Rencontre, partage, enrichissante, intéressante, échange, richesse, partenariat, besoin. Ah, il y a une petite déception. Cohésion, Gérard se reconnaîtra. Voilà, décevante, il y a un petit décevante. Voilà. Merci pour ce petit exercice. Madame Deschamps, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc il me revient la tâche de clore cette journée, tout d'abord en remerciant bien évidemment les interlocuteurs, que sont Madame Fougère-Rico, je ne la vois plus, mais merci beaucoup, Madame Martin-Blachet et également Marie Mercier, et les agents départementaux qui sont intervenus tout à l'heure et qui nous ont apporté leur partage d'expérience et les travaux en cours et à venir. Je voulais remercier également le groupe projet qui a longtemps œuvré pour que cette journée soit une réussite et l'organisation vraiment de cette journée sur le mix entre les conférences, le temps de forum, trouver vraiment le juste milieu pour qu'on puisse avoir tant un apport commun que des échanges de façon plus informelle. Donc voilà, je trouve à mon niveau que ce pari est tenu. Donc merci beaucoup à tous les membres du groupe projet qui ont œuvré sous la houlette d'Élodie Prudent, que je souhaite vraiment saluer pour son implication. Merci pour elle. Alors j'ai mis le doigt dans l'engrenage de citer une personne, ça va être compliqué, donc soyez indulgents. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais aussi saluer Lise Cogniel pour son implication sur cette démarche. C'est un long travail. Moi, j'ai la chance d'avoir repris cette délégation en 2021 et vraiment, dès le début, on a évoqué la nécessité de réfléchir à des assises de la protection de l'enfance. Pour les raisons qu'on a largement évoquées aujourd'hui, comme un besoin d'avoir un temps ensemble, d'échanger, que ce soit avec les agents départementaux, tous les professionnels en première ligne auprès des enfants, les partenaires, d'avoir vraiment ce temps sanctuarisé d'échange pour créer des choses, déjà se rencontrer, créer des choses. C'était vraiment l'idée de cette journée. En remerciement, je voulais également saluer Monsieur Noble, l'animateur de l'événement. Ce n'est pas un exercice facile, mais merci à vous. Et Clé de 12, je ne sais pas si je prononce bien, pour les illustrations pleines d'humour qui ont ponctué cette journée. Donc ça a été... Ça a été un programme de conférences riche et ambitieux. Alors c'est toujours la difficulté de cet exercice, c'est de cibler où on met l'accent.
C'est vrai que j'évoquais les prémices des assises, on en a parlé en 2021. Au départ, on avait plutôt souhaité mettre l'accent sur l'enfant. Ça a évolué, parler du professionnel, je pense qu'au final, on y revient quand même malgré tout. Mais forcément, dans ce genre d'exercice, il y a aussi une part peut-être de frustration, voire de déception, parce qu'on ne peut pas forcément tout évoquer. Tout toucher, c'est tellement vaste. Mais ce que je retiens de plus, c'est effectivement la richesse des échanges, que ce soit sur la scène avec vous, mais aussi tout ce qu'on n'a pas forcément vu dans les échanges plus informels, lors du forum, notamment des acteurs. Je tiens à saluer l'ensemble des partenaires qui se sont impliqués pour la tenue des stands. Et au-delà, c'est vraiment l'idée. Au niveau du département, on a lancé l'année dernière un gros chantier sur le schéma unique des solidarités. Là encore, c'est toujours compliqué de proposer des temps d'échange, de construction, sans faire ce millefeuille où on ne verrait pas forcément le bout de tout ça. L'idée, c'était vraiment d'avoir une complémentarité et de cibler des actions pour lesquelles on va pouvoir mettre en œuvre des choses et avoir un objectif très précis. C'est comme ça qu'avait été construit et qu'est construit le schéma unique des solidarités. En tout cas, c'est comme cela, et je pense que c'est aussi important que vous l'ayez en tête, qu'au niveau de l'exécutif départemental, on a fléché notre budget. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on a fléché pour cette année des orientations sur notamment la prévention ou des actions sur les référentiels de mesures à poursuivre au niveau départemental. Ce que je peux vous dire aussi, donc on a vu le nuage de mots. D'ici un mois à peu près, vous allez recevoir un questionnaire, donc toujours dans cette volonté de garder et d'avoir l'essence de cette journée. Vous pourrez nous faire un retour pour qu'on puisse travailler ensemble et voir ce qu'on fait de cette journée. L'idée, c'est bien évidemment qu'on entretienne cette dynamique partenariale. Ce qui fait un peu, c'est le maître mot, ce qui a été un peu le fil d'Ariane, le sens commun de notre pratique. Et je pense que c'est important de le souligner. Et j'ai bien aimé la conclusion de Madame Martin Blachet sur la nécessité d'évaluation. Je pense qu'effectivement, c'est aussi très important qu'on se pose régulièrement ces questions et qu'on ait les moyens et les outils de l'évaluer, de nous évaluer, que ce soit au niveau technique mais aussi politique. Donc merci pour cette conclusion. Je vous propose de partager maintenant un verre de l'amitié et de poursuivre dans cette droite ligne les échanges. Merci beaucoup.